RFM, il est 12h, voici le journal. Mesdames, Messieurs, bonjour. Au sommaire, il y a 12 ans, disparaissait Serigne Saliou Mbacké. Touba pleure toujours le dernier fils vivant de Cheikh Ahmadou Bamba. Les talibés se souviennent en ce jour anniversaire d'un homme de paix. Des professeurs sortant de la FASTEF donnent de la voix après 6 ans d'attente. Ils ont appelé ce matin à un rassemblement à la place de la Nation. Ces professeurs exigent le recrutement dans la fonction publique, conformément à une recommandation du chef de l'État. Guy Marius Sagnan poursuit sa grève de la faim qu'il a entamée il y a près d'une semaine. L'activiste en prison arrêté lors d'une marche contre la hausse du prix de l'électricité continue de dénoncer sa détention. Élection du second tour en Guinée-Bissau. La force d'intervention de la CEDEAO se dit fin prête. Elle a mis en place un dispositif de réaction rapide pour parer à toute éventualité. La page des sports, ce sera avec Cheikh Tidiane Diagne et la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Ce journal vous est présenté par Pabès Diba. Abdoulaye Diop est à la partie technique. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Serigne Saliou Mbacké a disparu il y a 12 ans, jour pour jour. Touba pleure toujours son 5e khalife. Les talibés se souviennent d'un homme de paix, un saint d'une dimension incommensurable. Marema Diop. Serigne Saliou Gueye se rappelle de cette journée comme si c'était hier. À l'annonce de cette triste nouvelle en 2007, il dit avoir couru plusieurs kilomètres, pieds nus, pour allier le domicile du 5e khalife général des Mourides. Ce jour-là, je devais me rendre à des chants religieux. J'étais déjà à 15 km de la ville sainte. J'ai parcouru la distance à pied. Ensuite, j'ai veillé jusqu'au petit matin. En ce jour qui marque l'anniversaire de sa disparition, ici, toutes les pensées vont vers lui. Ses enseignements, ce fervent mouride s'en souviendra pour toujours. C'est lui qui disait « Donnez-moi les jeunes, je vais les façonner comme Serigne Touba avait fait. Nous devons lui rendre hommage, nous les jeunes. » Dans la grande mosquée de Touba, nombreux sont les talibés qui viennent se recueillir devant son mausolée. Mar, jeune d'une vingtaine d'années, vient de Saint-Louis. J'ai prié pour que son âme repose en paix. Nous avons trouvé notre voie dans l'islam grâce à ses enseignements. 12 ans après son rappel à Dieu, les talibés se souviennent toujours de Serigne Saliou Mbacké. Marema Diop, Touba, RFM. Le collectif des professeurs de la FASTEF Promo 2013 était à la place de la Nation ce matin. Il veut la matérialisation des recommandations du chef de l'État, plus précisément le recrutement dans la fonction publique. Le collectif annonce que 6 ans d'attente, c'est trop et il continuera à réclamer leurs droits jusqu'à satisfaction totale. Le compte-rendu de Salimata Awa. Ils étaient 417 enseignants sortant de la FASTEF à réclamer le recrutement dans la fonction publique. L'État en a pris plus de 300. Les 150 restants dénoncent le 2 poids 2 mesures de l'État du Sénégal. Youba Koli, leur porte-parole. Il y avait 213 professeurs qui restaient. Aujourd'hui, il n'y a que 150. Mais 150, c'est trop facile à régler. La longue attente là a créé d'énormes dégâts, ce que j'avais dit. Ceux qui ont tenté l'immigration clandestine, nous avons perdu 3. 3 au Maroc et en Libye. Et on autre vient de rendre l'âme parce qu'il revient de la Mauritanie, il perd sa vie. C'est alarmant. Et pourtant, il y a de la place pour eux. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Des stratégies seront mises en place. Le collectif déclare qu'il n'abandonnera jamais la lutte. Une stratégie ne se dévoile pas, sinon ça n'a pas de sens. Les jours à venir, vous le saurez. Et je ne pense pas que ce nouveau gouvernement, qui n'a fait que 8 mois, il va prendre ses dispositions pour répondre et on règle le problème à l'amiable. Parce que 150 professeurs, c'est facile à redéployer. Ces professeurs exigent la matérialisation des recommandations du chef de l'État lors du Conseil des ministres du 9 janvier 2014. Le président avait exhorté son gouvernement le 9 janvier 2014. Certes, le gouvernement a fait un pas en recrutant une partie de cette promotion, à peine 368.
Mais dans cette 368, il y a les professeurs d'EPS de Thiès. Nous voulons sincèrement une matérialisation totale des engagements pris par le président de la République. Ce que nous demandons au ministre actuel d'organiser plus bref délai une rencontre pour pouvoir matérialiser cela de façon définitive. La marche n'a pas mobilisé grand monde. Le collectif a quitté la place de la Nation pour se rendre au rond-point RTS. 6 ans d'attente. Trop c'est trop, selon ses enseignants. Guy Marius Sagna poursuit sa grève de la faim entamée il y a près d'une semaine. L'activiste est en prison. Il avait été arrêté lors d'une marche contre la hausse du prix de l'électricité qu'il continue de dénoncer sa détention. Son avocat, Maître Moussa Sarr, joué par Barthélémy Ngom. Il affirme qu'il est toujours en train d'observer la grève de la faim qu'il a débuté depuis le lundi 23 décembre. Maître, comment il se porte après quelques jours de diète? Bon, globalement, en apparence, il se porte bien parce que c'est un homme très solide, mais il reste... Il se porte après quelques jours de diète? Bon, globalement, en apparence, il se porte bien parce que c'est un homme très solide, mais il reste qu'on sent un brin de fragilité. C'est normal lorsqu'on est en grève depuis quasiment une semaine, c'est normal qu'on commence à sentir des éléments de fatigue et de fragilité. Il n'y avait pas eu des initiatives pour qu'il arrête cette grève de la faim? Non, il n'y a pas eu de médiation pour cette grève de la faim. C'était lors de la première grève de la faim qui était observée par tous les détenus. J'avais reçu, moi, mandat de négocier l'arrêt de la grève de la faim. C'était pour tous les détenus. Cette grève avait été arrêtée depuis lors. Maintenant, ça, c'est une grève qu'a décidé M. Sagna de sa propre initiative. Il n'y a aucune négociation par rapport à ça. À ce jour, où se situe le dossier? Ça, je ne saurais le dire. Ce que je sais, c'est que nous avons interjeté appel depuis lundi dans les délais et la chambre d'accusation de la cour d'appel a un délai de 2 mois à compter de notre appel pour statuer. Donc la chambre d'accusation également est dans les délais. Tchaitou, village où est enterré le professeur Cheikh Anta Diop, le bitumage de la route reliant la localité à Bambey, une préoccupation des populations. Elle parle de non-respect de la mémoire de Cheikh Anta Diop au regard des nombreuses promesses non tenues. Les habitants du village l'ont réitéré hier lors de la cérémonie officielle de leur chant annuel. Gorokan, le voici au micro de Babacar Diouf. Le village de Tchaitou, qui est le village natal de Cheikh Anta Diop, vit actuellement des difficultés tellement dures. Mais on a une difficulté majeure. La difficulté majeure du village de Cheikh Anta, c'est le bitumage de Tchaitou Bambey. Une distance de 27 km. Mais vraiment, pour traverser cette distance-là de Tchaitou à Bambey, tu auras toutes les difficultés du monde. Donc les autorités étatiques, le président de la République, a fait des promesses de bitumer cette route-là. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Il y a de cela 30 ans, on a reçu toutes les promesses venant du président de la République, de ses ministres. Mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Et je pense que Cheikh Anta Diop, qui est un savant international, ne mérite pas ça. On a tout fait, on a tout dit, mais jusqu'à présent, on n'a rien vu. Les jeunes du village, on est mobilisés. On a beaucoup de plans. Nous, on a d'autres plans à faire. Si l'État ne réagit pas, donc on est prêt à réagir. Et cette réaction, vraiment, on ne le voulait pas. En bref, une information de notre correspondant à Pikine, Ndongaka. Cette marche de protestation sur la route nationale à l'instant, à l'initiative des jeunes de Diamaguène, ils dénoncent la récurrence des accidents de la circulation, accidents donc mortels sur l'axe Buntu-Pikine-Diamaguène-Sikap-Mbao. Pour rappel, 5 personnes ont péri dans des accidents dans la première quinzaine du mois de décembre sur ce tronçon. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La décharge d'ordures à ciel ouvert de Mbebes est source de pathologie. La fumée qui s'y dégage est à l'origine de plusieurs cas d'allergie et d'asthme enregistrés dans les communes environnantes. Il urge d'intervenir, alerte au micro de Salif Sow, le médecin-chef du district sanitaire de Keur Massar, Dr Bouna Ndiaye. L'environnement est un des déterminants de la santé. Dans la santé, il y a 4 déterminants, dont l'environnement. Et donc, un environnement sain conditionne quand même une bonne santé des populations. Lorsque nous avons quand même un environnement où il y a quand même des fumées qui créent des allergies, qui créent l'asthme, qui créent d'autres maladies
qu'on peut quand même redouter à l'avenir, il y a de quoi quand même s'inquiéter, puisque c'est quand même devenu très très inquiétant, et nous pensons qu'il faut prendre des mesures pour protéger les populations, parce que cette fumée est devenue extrêmement difficile pour nos concitoyens. Puis 270 000 individus, 9 structures de santé, 0 bloc opératoire, besoin en ressources humaines pressants. Le district sanitaire de Keur Massar, qui polarise plusieurs communes de la banlieue dakaroise, souffre de plusieurs manquements. Le reportage de Salif Sow. C'est une demande sociale et sanitaire, alerte le médecin-chef du district. Dr Bounengaye lance un énième SOS. Nous avons lancé un appel à l'endroit des autorités, surtout locales, pour vraiment qu'ils agissent très rapidement pour qu'on puisse ouvrir dans les meilleurs délais ce bloc opératoire qui va décongestionner véritablement les hôpitaux de Dakar. Keur Massar est extrêmement peuplé. Le district sanitaire de Keur Massar en chiffre ses 270 000 âmes pour 9 structures sanitaires. C'est insuffisant. Le besoin en termes de ressources humaines est là. Parmi les priorités aussi figure en bonne place l'ouverture de 3 nouveaux postes de santé l'année prochaine, rassure la blouse blanche. Il s'agit de postes de santé de Daroum Bisset, de Médina Ndiaye et du poste de santé de la cité Recasement ici au niveau de Keur Massar. Tout ceci, c'est pour vraiment améliorer l'offre et pour que vraiment l'offre soit beaucoup plus proche des populations. Une nette amélioration est aussi attendue dans la surveillance épidémiologique et la vaccination des enfants, Dr Bounengaye. Actuellement, le seul indicateur par rapport à la vaccination sur lequel nous avons des problèmes, c'est en fait le vaccin qu'on appelle le RR2, où nous n'avons pas encore atteint les 90%. Mais pratiquement, sinon pour tous les autres vaccins, nous avons atteint l'objectif de 90%. Les structures sanitaires et organisations communautaires de base ont été primées. Les postes de santé de Keur Massar Village, Mamdior et Aladjipate ont marqué l'année finissante. Salif Sow, Keur Massar, Radio Futur Média. RFM, la radio de toute l'actualité. Le Forum civil évalue le maire de Mbour. Selon l'organisation en matière de certification citoyenne, la commune a une note de 75 sur 100. N'empêche, elle demande à la municipalité de faire des efforts dans les domaines de la gestion foncière et des passations de marché. Ibou Niang est le coordonnateur départemental du Forum civil au micro d'Abdourahmane Diallo. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Abdourahmane ou Ibou Niang, le coordonnateur il est le Forum civil donc qui a évalué le maire de Mbour, qui donc nous écoutons Ibou Niang, le coordonnateur départemental du Forum civil avec Abdourahmane Diallo. Nous étions donc en train d'évaluer la commune de Mbour par rapport à ce qu'on appelle la certification citoyenne, qui est un référentiel de bonne gouvernance locale pour évaluer véritablement l'attente des populations par rapport donc au fonctionnement de la commune à travers le conseil municipal. Nous avions dans un premier temps procédé à ce qu'on appelle un audit à blanc, et à l'issue de cet audit, nous avions constaté que la mairie de Mbour avait obtenu un score de 51,05%. Aujourd'hui, nous avons constaté qu'il y a eu de véritables progrès puisque la commune a obtenu donc 75%. Mais également pour expliquer le passage donc entre cet audit à blanc et l'audit réel, il y a eu beaucoup d'améliorations, et hier seulement nous étions en train de préparer donc la journée d'aujourd'hui. Mais entre-temps, il y a eu également une série de formations à l'endroit des collectivités, surtout au niveau du conseil municipal, en matière de décentralisation, en matière donc de finances locales, en matière de marché public, en matière également de gouvernance foncière, et je pense qu'ils ont véritablement apprécié cette série de formations qu'il y a eu. Nous restons à Mbour où l'association Keur Yaye Koumba dit être en phase avec le président Macky Sall sur la criminalisation du viol. Cette association estime que plusieurs femmes sont traumatisées à cause du viol. L'association dénonce aussi la maltraitance des enfants. Ses membres étaient en visite dans les prisons et hôpitaux de Mbour. Koumba Khan est la présidente. La voici au micro d'Abdourahmane Diallo. Le viol, c'est vraiment un acte ignoble. On ne cessera jamais de le décrier. Donc on comprend bien sûr les lenteurs administratives, mais nous aussi, on est femmes. Donc on peut connaître le malheur que ces femmes sont en train de subir. Tout ce qui est traumatisme psychologique, physique, c'est très difficile. Et la réinsertion aussi dans la société. Donc on appelle vraiment le gouvernement à bien sûr
criminaliser le viol afin que tous ceux qui le font soient punis par la loi et que les autres ne puissent pas faire cet acte aussi. L'enfant, c'est le début de la vie. C'est pour cela que nous sommes essentiellement concentrés sur la femme qui donne la vie et sur l'enfant qui commence la vie. Donc si dès le bas âge, l'enfant est mis dans des conditions qui vont faire que sa vie future ne soit pas vraiment une belle vie, non, nous ne sommes pas d'accord. Les enfants, ce sont des anges. Ils n'ont pas demandé à naître. Donc dès qu'ils sont là, on doit tout faire afin de les protéger et de les aider à grandir dans ce monde qui n'est pas vraiment joli. Le comité de suivi des activités de protection de l'enfant de l'arrondissement Pikine-Dagodan a formé 300 signalants autour de plateformes rapides de protection pour éradiquer les cas d'abus sexuels et violences sur les enfants, surtout en milieu scolaire. Les acteurs se sont réunis hier dans un atelier d'évaluation des dispositifs communautaires des comités communaux. Nongoka. Une élève de 13 ans violée par un instituteur encadreur en service à l'école élémentaire Pikine 9B de Pikine Nord. Le point focal du comité de suivi des activités de protection de l'enfant dans l'arrondissement Pikine-Dagodan n'en revient pas et monte au créneau. Ibrahim Ollo. On a dénoncé vigoureusement le cas de viol qui s'est passé à l'école 9B. Le présumé auteur est un enseignant. Et nous avons véritablement marqué notre différence par rapport à cet égard et nous fustigeons ces comportements. D'ailleurs, on suit le dossier. Nous avons notre liberté de dénoncer. Quand on pense qu'aujourd'hui, au niveau juridique, les choses ne vont pas là où ils doivent aller, on va lever le ton. Si aujourd'hui on note ces problèmes au niveau de ces écoles, tout le monde est interpellé. L'autorité éducative donc de Pikine est interpellée. L'éclatement de ce scandale d'abus sexuels a ébranlé tout le quartier de Darou Khoudoss, ce qui a poussé acteurs et parents d'élèves à se mobiliser. Aujourd'hui, autour de ce quartier, il y a des réflexions qui sont enclenchées pour essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter le maximum possible ces problèmes. L'école doit être un cadre vraiment sécuritaire pour l'enfant, mais les parents ne doivent pas avoir peur en voyant leurs enfants aller à l'école. Il y a plus de 300 signalants dans l'arrondissement de Dagodan et sur ces 300, il y a plus de 80 enseignants. C'est des personnes avec qui nous travaillons beaucoup pour diminuer ces cas de viol et de victimes au niveau donc du milieu scolaire. À Pikine-Dagodan, le point focal du CSPE n'est pas satisfait de l'évolution de la situation de la protection de l'enfant. Nongaka Pikine, RFM. L'actualité internationale. Sur l'international en Guinée-Bissau, couverture sécuritaire du second tour de l'élection présidentielle, l'ECOMIB ne compte pas badiner sur la question. La force d'intervention de la CEDEAO a mis en place un dispositif de patrouille et de réaction rapide pour parer à toute éventualité. Des missions de reconnaissance pour le déploiement des unités avant, pendant et après le scrutin ont été menées. Notre envoyé spécial à Bissau, Laminba. La CEDEAO prend très au sérieux la couverture sécuritaire compte tenu des enjeux qui pèsent sur le second tour de la présidentielle qui aura lieu demain. L'ECOMIB a pris plusieurs mesures préventives pour parer à toute éventualité. C'est le colonel David Cabré, commandant en chef de la force de l'ECOMIB en Guinée-Bissau, qui l'a dit. Nous avons fait des reconnaissances sur le terrain pour déployer nos unités parce que l'ECOMIB va se déployer non seulement au niveau de la capitale mais dans toutes les régions. Notre déploiement a commencé depuis ce matin. Depuis ce matin, nous sommes projetés sur les différentes régions administratives et nous allons revenir après, bien sûr, l'élection présidentielle, 2 jours après, qui coïncidera avec le retour des résultats que nous allons accompagner en collaboration avec les forces de défense et de sécurité de Guinée-Bissau jusqu'au siège de la Commission nationale électorale. Nous avons également parallèlement mis en place des forces de réaction rapide pour parer à tout incident, à toute éventualité. Pour le jour du scrutin, le même dispositif sera maintenu sur l'ensemble du territoire national, mais avec un accent particulier sur la sécurisation du vote, explique le colonel David Cabré. Et sur le jour des élections, nous allons avoir avec les forces de défense, les forces de sécurité, des postes accompagnés dans la sécurisation des bureaux de vote. Donc nous aurons des postes fixes avec eux et nous allons plutôt avoir des patrouilles également pour sillonner les localités dans lesquelles nous sommes déployés afin de pouvoir compléter la couverture sécuritaire. Pour la tenue de ce scrutin présidentiel où les Bissau-Guinéens sont appelés à départager Domingo Simões Pereira et Umaru Sissoco Embaló, les 2 candidats arrivés au premier tour, la CEDEAO a aussi reconduit le même dispositif de supervision qu'au premier round. Lamine Ba, Bissau, Radio Futur Média.
Lamine Ba, à propos de scrutin de demain, le chef de la mission d'observation de la CEDEAO assure qu'il va veiller à ce que l'élection se passe dans la paix et la transparence. S'adressant aux observateurs de la CEDEAO, Soumeylou Boubèye Maïga les a exhortés au respect des standards de l'organisation sous-régionale en matière d'organisation d'élections. Soumeylou Boubèye Maïga que nous aurons l'occasion d'écouter dans nos prochaines éditions. Bonjour à vous, Pabestiba, et bonjour à tous. Nous démarrons avec le sport roi, le football, la Ligue 1 de chez nous qui va entamer dès ce samedi sa 4e journée. Au programme, à partir de 16h30, Génération Foot joue contre AS Douanes qui occupe la 3e place. Le choc devrait mettre aux prises de cet après-midi. Teungueth FC 2e au classement à Dakar Sacré-Cœur 1er. Les deux formations ont le même nombre de points, 7 chacune. Diambar de Sali accueille le stade de Mbour toujours ce samedi. Niary Tally AS Pikine est aussi prévu à partir de 16h30. Demain, pour la suite des rencontres pour le compte de la 4e journée de la Ligue 1 chez nous. À 16h30, Mbour Petite Côte joue contre le Snep Excellence de Thiès. Jaraaf Casa Sport de Ziguinchor est aussi prévu pour demain. C'est un classique de notre championnat. Et puis demain toujours à partir de 17h, les Ndiambour de Louga vont découdre avec l'Union Sportive de Gorée. La Ligue 2 est aussi à sa 4e journée. Dès ce samedi, 2 matchs sont au programme. La première devant mettre aux prises à partir de 16h, l'Union Sportive de Ouakam à J Fatick. L'autre va opposer Diamono de Fatick à Guédiawaye Football Club pour la suite demain dimanche, 15h30. Thiès FC Port, 17h30 Africa Promo Foot Keur Madior, 16h30 à Saint-Louis, Linguère Renaissance de Dakar. 16h30, le Duc fait face aux Huiliers de la Sonacos et puis lundi pour la clôture de cette 4e journée de la Ligue 2. Donc à partir de 16h30, Demba Diop FC de Mbour contre Amitié FC. ASC Soweto de Kolda, Dego de Kaolack, c'est l'affiche de la finale des phases nationales de l'ONGAM, l'organisation nationale de gestion des activités de masse. C'est prévu demain au stade régional de Kolda. Abdoulaye Diallo. Démarré officiellement le 20 décembre dernier, les phases nationales de l'ONGAM se poursuivent dans la capitale du Fouladou. 4 formations ont joué les demi-finales de ce championnat ce vendredi. En première heure, ASC Dego de Kaolack faisait face à Diamono de Kolda. Les Kaolackois ont remporté la partie par le score d'1-0. La deuxième demi-finale avait opposé ASC Soweto de Kolda à l'ASC Espoir de Saint-Louis. Le score du match a été de 2-0 en faveur de Soweto de Kolda. L'affiche de la finale des phases nationales de l'ONGAM prévue ce dimanche 29 décembre au stade régional de Kolda mettra aux prises Soweto de Kolda à l'ASC Dego de Kaolack. Il est également prévu le même jour un concert de musique pour clôturer ces phases de l'ONGAM à Kolda. RFM Kolda, Abdoulaye Diallo. Abdoulaye Diallo, nous faisons un saut plutôt en Angleterre avec la Première Ligue qui va enchaîner ses rencontres au moment où les championnats, en tout cas la plupart des championnats étrangers donc, sont en pause du fait des fêtes de fin d'année et de Noël. La Première Ligue anglaise donc qui va entamer dès ce samedi sa 20e journée à 12h30 donc dans quelques minutes. Brighton accueille Bournemouth à 15h. Newcastle accueille la formation d'Everton. Southampton Crystal Palace est aussi prévu à la même heure, tout comme Watford Aston Villa. 17h30 pour le deuxième round entre West Ham United et Leicester qui occupe la 2e place au classement, loin derrière Liverpool. À 19h45, toujours ce samedi, Burnley joue contre la formation de Manchester United demain dimanche pour la clôture de cette 20e journée. À 14h, Arsenal-Chelsea, c'est peut-être le choc, sachant que ces deux formations se toisent assez souvent, donc retenez qu'à 16h30, le solide leader demain, dimanche, donc le solide leader Liverpool joue contre Wolverhampton qui a fait chuter hier Manchester City en toute fin de rencontre. Wolverhampton qui est actuellement 5e au classement. À 18h pour la clôture de cette 20e journée, toujours en Angleterre. Demain, Manchester City joue contre Sheffield United. Manchester City largué par Liverpool, donc le champion en titre, plutôt pas Besliba, j'allais dire Barthélémy, pas Besliba, voilà. C'était à l'instant Cheikh Tidiane Diagne qui nous a présenté la page des sports. RFM, l'info c'est ici. L'info c'est ici. Nous allons à la découverte ce samedi de Jack Mal, brillant élève en anglais, ancien étudiant en sciences économiques, devenu technicien rizicole. Et malgré ce parcours élogieux, il n'est pas prophète chez lui au Sénégal. Mamadou Diagne l'a rencontré à Richard Toll, sa ville natale. C'est le portrait du week-end dans la rubrique Tranche de vie.
Je m'appelle Ndiagmal. Ndiagmal est né en 1960 à Richard Toll. À l'époque, le village colonial portait le nom de Richard Toll Escale. Il a grandi entre le fleuve Sénégal et le bras de Taoué. Cet environnement a eu un impact sur sa vie professionnelle. Les jeunes élèves très brillants, notamment en anglais, a fréquenté le lycée Charles de Gaulle de Saint-Louis. Il s'est reconverti en technicien risicole. D'étudiant en sciences éco, je suis passé en interprète et je suis passé à observateur technicien de recherche, maintenant spécialiste en production du riz. Et pourquoi j'ai pu réussir tout cela? Parce que tout juste, je ne suis pas arc-bouté sur ma formation. Tout juste, j'ai été interprète. J'ai travaillé durement avec ces gens au niveau des champs. Vous voyez, avec les Japonais, c'était comme ça. C'était des intellectuels qui, une fois au champ, deviennent des ouvriers agricoles. Donc, vous voyez, j'ai travaillé avec eux, c'était dur, pique-pelle, le planage dans l'eau et tout ça. Et c'est en cours d'exécution que l'Africa Rice, au départ, c'était l'Adrao qui est venu me prendre. Et donc, j'ai pu passer 23 ans en Africa Rice. J'ai participé à l'introduction de beaucoup de variétés au Sénégal. Une belle carrière qui lui a permis de marquer la sous-région de son empreinte, mais il n'a pas été prophète chez lui. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire avec un grand monsieur qui s'appelle Mamadi Diané. J'ai travaillé avec lui. Ce qu'il voulait, c'est surtout préparer un projet au niveau de la riziculture, et dans ces superficies, c'était 22 000 hectares. Et là, il fallait booster la production. Et là, j'ai travaillé avec lui pour passer des variétés traditionnelles d'une tonne à augmenter à 0,5-0,8 tonnes à l'hectare. Et c'est ce que je faisais également au Bénin, également. Entre Cotonou, j'allais jusqu'à Kinvédji. Là, c'est la frontière avec le Togo. Et de l'autre côté, j'allais jusqu'à Porto Novo, c'était la frontière avec le Nigeria. Et là, partout, c'était des activités de recherche quand même. À Richard Toll, ils ne vont pas me connaître dans ces activités. Ils me connaissent seulement dans le terrain de foot, c'est dommage. Malgré tous ces voyages et les opportunités de travailler avec les étrangers et même avec des partenaires financiers dans la sous-région, Ndiagmal a toujours voulu retourner au Bercail, et cela se justifie par sa volonté de développer son pays. Il y a d'autres aussi Européens que j'ai côtoyés qui m'ont proposé aussi de sortir. Et ils savaient que peut-être avec mes possibilités, en travaillant avec eux ailleurs, en Europe ou ailleurs, j'aurais pu gagner plus. Mais le plus, c'est quoi? Gagner un salaire de plus. Et sur le plan relationnel, sur le plan social, ce que j'allais perdre, je ne pouvais pas le gagner en matière financière. Le fait de le fait de sortir, d'encadrer des jeunes, aussi participer directement sur le développement local, tout ça, ça allait me manquer énormément, fils. Aujourd'hui, son plus grand rêve reste l'érection du parcours sportif dans sa commune, car cela participera selon lui au développement du sport dans sa localité. Mamadou Diagne, Richard Toll, Radio Futur Média. La presse du jour avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. En écoutant ce matin Abdoul Mbaye, c'est à se demander si les leaders de Acte ne jouaient pas les oiseaux de mauvais augure tant ils dressent un bilan des plus calamiteux pour le régime du président Sall. Tout en prédisant bien sûr le pire pour l'année 2020 qui s'annonce, l'homme est à la une d'une bonne partie de la presse. Il faisait face aux journalistes hier. Surtout les dossiers chauds de 2019, entendez la hausse du prix de l'électricité, la campagne arachidière, le scandale du pétrole et du gaz, ces cartons rouges comme le signale à manchette le doyen des journaux privés Sud Quotidien. L'ex-premier ministre Berto mensonge et scandale du maquis Bichron ou à Grand Place, Abdoul Mbaye en Hoy Crédit Source A sur la base d'une de ses prédictions les plus sinistres de l'année. L'année 2020, dit-il, sera une année de tensions économiques et sociales. La dépense publique sera resserrée au détriment du fonctionnement de l'administration, de l'éducation et de la santé, tandis que le gaspillage en voiture et autres voyages pourrait être poursuivi. Un avenir sombre pour le pays. Le billettiste de Vox Populi invite à choisir son enfer pendant qu'il est temps, car il ne faut pas se voiler la face. Ça va cramer. En tout cas, à Sonacos, la commercialisation de l'arachide pose problème. Les travailleurs égrènent leur grief à la une du journal Le Quotidien, lequel donne la parole à certains d'entre eux. Un travailleur de dire nous en sommes à 500 tonnes alors qu'on devrait être à 15 000 tonnes en ce moment. Sans graines, dit-il, il y aura 1800 emplois perdus. Autant dire que ça va être dur. Pas tant que ça, ou plutôt pas pour tout le monde, semble suggérer
suggéré le très officiel quotidien Le Soleil, lequel rapporte en première page une bonne nouvelle pour les Badianougor. Pour le rôle important joué dans la santé communautaire, ces marraines de quartier ou de village devraient toucher de l'argent toutes les fins de mois au titre d'une motivation financière mensuelle versée par l'État du Sénégal. Vers la criminalisation effective du viol fait aux femmes, sanction suprême aussi pour les pédophiles, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, fait sa promesse aux prédateurs sexuels. Ce sera, dit-il, entièrement criminalisé dans la dernière version du code pénal, assure-t-il dans le journal LAS. Le Soleil parle de signal fort sur la base des propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux. Le projet de loi va passer en plénière dès lundi prochain. Saltant pour Sonatel et Ecobank, condamnés à payer plus de 404 millions de francs CFA aux travailleurs des PCCI. Le juge valide ainsi les saisies effectuées sur les comptes de Sonatel et Ecobank. Le journal Libération note que la banque a été sommée de verser 202 millions de francs CFA à la société Agrofitex SA. Et puis sport, Aliou Cissé à cœur ouvert dans le journal Les Échos. Il dit, c'est clair, cette année, Sadio Mané et le Ballon d'Or. Pour le trophée des entraîneurs, il dit, pour le trophée des entraîneurs, il affirme, je pense que le meilleur c'est moi et qu'on me le donnera. Et la Juve est une légende du football sénégalais. Il est heureux d'être avec nous et c'est réciproque. Dans le journal Stade Quotidien, Aliou Cissé fait son bilan et dresse les perspectives. Le confrère nous dit qu'il veut conquérir l'Afrique en 2021 et le monde en 2022. Et puis combat Modou Lô Ama Baldé, le manager de Modou Lô lève les doutes. Le combat se tiendra comme prévu malgré l'emprisonnement de Luc Nicolaï. Biran Ying et son poulain ont rendu visite hier au promoteur Mbourois à la MAC de Saint-Louis. Ils sont ressortis pleins d'assurance.